Un père célibataire a sauvé deux jumelles pauvres invitées à chanter à l'école pour se moquer d'elles, leurs voix ont laissé la salle sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elle n'était censée être qu'une plaisanterie, deux pauvres jumelles poussées sur la scène d'une école, uniquement pour que l'on se moque d'elles. Mais lorsqu'elles ouvrirent la bouche, le silence se fit, et la vie tranquille d'un père célibataire ne fut plus jamais la même. La neige était arrivée tôt cette année-là dans les plaines du Nebraska. À la mi-novembre, le vent avait déjà balayé de son manteau blanc les routes fissurées, et les arbres se dressaient, nus comme des squelettes attendant le printemps avec impatience. Sawyer Whitlock serra plus fort sa prise sur le volant de son vieux pick-up Ford. Les essuie-glaces balayaient les rafales de grésil, et le chauffage crachait de l'air chaud de manière irrégulière, tout comme le reste de sa vie ces derniers temps. Il avait fait ce trajet 1 millier de fois, de la scierie à sa cabane usée par le temps, nichée à l'orée de Pinolow. Mais quelque chose semblait différent ce jour-là, une immobilité si profonde que la route semblait retenir son souffle. C'est alors qu'il le vit. Juste après le virage, près de la gare de triage abandonnée, un conteneur maritime rouillé se dressait, ses portes entr'ouvertes, oscillant légèrement dans le vent. Au début, il aurait pu le dépasser comme d'habitude, mais une lueur de mouvement, une petite main frénétique frappant le métal, le saisit. Sawyer pila net. Le gravier crissa sous les pneus alors que le camion dérapait légèrement avant de s'arrêter. Sans réfléchir, il ouvrit la portière et s'élança à travers la neige. Chaque rafale de vent transperçait son manteau, mais il le remarqua à peine. En atteignant le conteneur, il entendit de faibles gémissements, non, un chant, un fredonnement léger, éraillé, comme une berceuse remémorée dans la peur. Il ouvrit la porte en grand d'un coup sec, et son souffle se coupa. À l'intérieur, blottis contre une couverture moisie, se trouvaient deux fillettes, des jumelles, pas plus de 10 ans. Leurs joues étaient rougies, à vif à cause du froid, leurs lèvres tremblantes. L'une d'elles leva les yeux, le regard agrandi mais sans peur. L'autre tenait un petit flocon de neige en papier, maintenant humide et déchiré. « S'il vous plaît, » murmura la première, « ne leur dites pas que nous nous sommes cachés ici. » Sawyer ne posa pas de questions. Il retira son manteau et l'enveloppa autour d'elles deux. « Il faut vous réchauffer. Venez. » Les filles hésitèrent. « Allez-vous appeler quelqu'un » demanda l'une d'elles. « Peut-être, » dit-il honnêtement, en soulevant la plus légère des deux dans ses bras. « Mais pour l'instant, je vais vous sauver la vie. » De retour à sa cabane, le poêle à bois rugissait tandis que la chaleur commençait à dégeler l'air. Sawyer posa des tasses de chocolat chaud sur la table, tandis que les filles, maintenant en vêtements secs, étaient assises serrées l'une contre l'autre sous un édredon. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Junie, » dit la plus hardie. « Elle, c'est Lyra. Nous sommes jumelles, 9 ans et 3/4. » Il sourit faiblement. « C'est très précis. » Junie hocha la tête. Notre mère disait toujours que les chiffres comptent. Où est-elle maintenant? Junie baissa les yeux. Elle est partie. Tante Carla devait s'occuper de nous, mais elle a dit que si nous pleurions encore une fois, elle nous abandonnerait dans les bois. Sawyer déglutit difficilement. Le passé avait toujours une façon cruelle de ressurgir. Il avait entendu trop d'histoires comme celle-ci, certaines se terminaient par de l'espoir, la plupart par des gros titres. Il se leva et se dirigea vers le couloir, frappant doucement à une porte. « Mais-y, appela-t-il, ça va là-dedans » Il n'y eut pas de réponse. Il y en avait rarement. Maisy n'avait pas parlé depuis près de 2 ans, pas depuis le jour où on l'avait sortie de l'auditorium de son collège après qu'elle se soit évanouie sur scène. Les moqueries, les chuchotements, les projecteurs, cela avait brisé quelque chose en elle. Diagnostiquée avec un mutisme sélectif, elle était devenue un fantôme dans sa propre maison, ne s'exprimant que par des regards et des gestes. Sawyer pensait, peut-être naïvement, que faire entrer ses filles dans la maison, même pour une nuit, pourrait éveiller quelque chose en elles. Il ne s'attendait pas à des miracles, mais à un moment de connexion, un signe de lumière. De retour dans le salon, Lyra fredonnait doucement en sirotant son chocolat. La mélodie était presque sans but, et pourtant étrangement réconfortante. Junie ferma les yeux, puis se joignit à elle, deux voix douces et imparfaites s'entrelaçant comme de vieilles lignes d'harmonie se retrouvant après des années de séparation. Au bout du couloir, la porte grinça en s'ouvrant. Maisy apparut, pieds nus dans sa chemise de flanelle trop grande, ses yeux fixés sur les jumelles. Elle ne parla pas, mais resta là et écouta. Sawyer se figea, observant sa fille avec une admiration silencieuse. Elle n'avait même pas regardé un étranger depuis des mois. Maintenant,
Elle se tenait immobile, les yeux humides de quelque chose qui ressemblait à un souvenir, ou peut-être à un désir ardent. Junie lui sourit. « Salut. Tu peux t'asseoir avec nous si tu veux. » Maisie ne bougea pas, mais elle ne partit pas non plus. Elle s'appuya contre le cadre de la porte et pencha la tête comme si elle se souvenait d'une chanson qu'elle n'avait pas osé chanter. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies sur le canapé convertible, Sawyer s'assit seul dans la cuisine avec une tasse de café intacte. L'air sentait le vieux bois de pin et le pain grillé à la cannelle. Il fixait la boîte en bois sur l'étagère en face de lui, une petite boîte d'enregistrement avec un micro intégré, du genre de celle qu'utilisaient les auteurs-compositeurs autrefois. À l'intérieur se trouvaient les derniers enregistrements que sa femme avait faits avec Maisie avant de décéder, des berceuses, des rires, des harmonies chuchotées. On ne les avait pas écoutées depuis 2 ans. Tout comme le piano dans le coin. Tout comme l'homme qui croyait autrefois que la musique pouvait sauver les gens. Mais quelque chose chez Junie et Lyra lui rappelait le bon vieux temps, la simplicité de la mélodie, la force des voix brutes, non polies. Sawyer tendit la main vers la boîte, pour la première fois depuis des années, il l'ouvrit. Le lendemain matin arriva tranquillement, sans fanfare, juste une pâle lumière grise se déversant à travers les fenêtres givrées et le craquement du bois se tassant dans le froid. Sawyer se réveilla le premier, attrapant automatiquement la cafetière comme si la mémoire musculaire était plus forte que le sommeil. Il ne dit pas grand-chose, même pas à lui-même. Il n'avait jamais eu à le faire, le silence faisait depuis longtemps partie des murs. Mais aujourd'hui, il y avait 3 respirations supplémentaires dans ce silence. Les jumelles dormaient encore sur le canapé-lit, leurs bras emmêlés comme les sarments d'une seule racine. Sawyer les observa un long moment avant d'allumer le poêle. Les flammes crépitèrent, l'air se réchauffa. Quelque chose changea en lui, doux et inconnu, comme une note jouée sur une guitare qui n'avait pas été accordée depuis des années mais qui chantait toujours juste. Il ne voulait pas lui donner de nom, il laissa simplement faire. Maisie était déjà assise à la table de la cuisine quand il revint avec 2 tasses de chocolat ébréché. Elle n'avait fait aucun bruit en entrant, elle ne le faisait jamais. Elle était assise le dos droit, les mains jointes, les yeux fixés sur la vapeur qui s'échappait de sa propre tasse. Elle n'y toucha pas. Ses longs cheveux sombres tombaient librement autour de son visage, voilant son expression comme les mots ne le pouvaient plus. Sawyer s'assit en face d'elle et attendit. C'était leur danse, une immobilité dans laquelle il offrait sa présence et elle, en de rares occasions, offrait la même chose. « Ça va si elle reste un peu ?» demanda-t-il doucement. Maisie ne répondit pas, mais ses doigts se crispèrent légèrement autour de la tasse. C'était un oui. Il hocha la tête. « Bien. Je pense qu'elles en ont besoin. Et peut-être nous aussi. » Elle leva les yeux à ce moment-là, juste une seconde, assez pour qu'il voie ses yeux, ces mêmes yeux qui brillaient autrefois quand sa mère lui chantait des chansons sur le porche arrière, bien avant que le silence ne s'installe. Plus tard dans la matinée, Junie et Lyra se réveillèrent, groggy mais souriantes. Elles aidèrent à mettre la table sans qu'on le leur demande, faisant teinter les cuillères et riant du vieux grille-pain qui aimait ne brûler qu'un seul côté du pain. Maisie observait depuis le couloir, à moitié cachée par le cadre. Elle était toujours une ombre dans sa propre maison. Lyra l'aperçut et lui fit un signe de la main. « On t'a gardé l'assiette rouge. C'est la seule qui n'a pas d'éclat. » Maisie hésita, puis s'avança lentement. Elle prit l'assiette des 2 mains et s'assit à table. Sawyer retint son souffle. 3 filles, une table, aucun mot prononcé, mais quelque chose de bien mieux, des rires, des respirations, un sentiment d'appartenance. La neige dehors continuait de tomber. L'école était annulée, les routes étaient calmes. La maison, pour une fois, ne l'était pas. Sawyer sortit un ensemble de vieux jeux de société du placard du couloir et laissa les filles se disputer sur des règles dont personne ne se souvenait. Maisie ne parlait pas, mais quand Junie renversa accidentellement toute la banque du Monopoly, ce fut Maisie qui s'agenouilla pour l'aider à la reconstruire. Le sourire qui s'échangea entre elles suffisait à allumer la cheminée 2 fois. Après le dîner, les jumelles se remirent à fredonner, doucement, nonchalamment, le genre d'air que les enfants inventent quand ils se sentent en sécurité. Maisie se tenait à proximité, observant. Quelque chose dans sa posture changea, ses épaules se détendirent, sa tête s'inclina très légèrement, comme une fleur vers la lumière. Puis cela arriva. Une seule note s'échappa de ses lèvres, douce, à peine audible, mais indubitable. Sawyer se figea en plein mouvement dans la cuisine. Il se tourna, mais ne dit rien. Junie remarqua, les yeux écarquillés. « Tu chantes » dit-elle doucement. Maisie cligna des yeux et s'enfuit. Sawyer la trouva dans le garage, recroquevillée sur la banquette arrière du vieux break qu'il n'utilisait plus.
Le froid ne semblait pas la déranger. Sa respiration sortait en petits nuages, ses bras enroulés autour de ses genoux. Il n'ouvrit pas la portière tout de suite, resta juste dehors, la main sur la poignée givrée. « Je t'ai entendu, dit-il finalement, et c'était magnifique. » Silence. « Tu n'as pas à avoir peur de ta propre voix, Maisie. Pas ici. » Une pause. Puis, « Je n'avais pas peur, » murmura-t-elle, à peine plus qu'un souffle. « J'avais oublié que je pouvais. » Ils restèrent assis ensemble dans le froid pendant un long moment. Pas de sermon, pas de pression, juste une immobilité partagée, celle qui dit la vérité sans avoir besoin de traduction. Sawyer se souvint comment il pensait autrefois que la musique la sauverait, une chanson magique qui arrangerait tout. Mais maintenant, il savait mieux. Ce n'était pas la musique qui sauvait les gens, c'était d'être entendu. Cette nuit-là, après que les jumelles se furent couchées, Sawyer descendit le vieil étui à guitare du grenier. La poussière s'envola en nuages quand il l'ouvrit, révélant le corps usé, couleur miel, de la Taylor. Il n'y avait pas touché depuis plus d'une décennie. Maisie se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Elle ne dit rien, mais fit 2 pas en avant. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Il s'assit, accorda les cordes lentement, avec révérence. Le bois craqua sous ses doigts, mais le son, une fois qu'il eut gratté les cordes, était chaud, plein et vivant. « Je me disais qu'on pourrait peut-être essayer quelque chose à nouveau, dit-il. Maisie s'approcha. « Pas pour un spectacle, ajouta-t-il, pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour nous. » Elle baissa les yeux, puis, comme si elle faisait plus confiance aux cordes qu'à sa voix, elle murmura « D'accord. » Alors que le feu se réduisait en braise, Sawyer joua les premiers accords d'une vieille berceuse, celle que la mère de Maisie fredonnait quand les nuits étaient trop longues. Maisie écouta, puis, silencieuse comme la neige, elle commença à fredonner une harmonie. Junie et Lyra, entendant depuis le couloir, revinrent sur la pointe des pieds. 4 voix, une guitare. Personne ne l'avait prévu, personne n'avait répété. Mais à cet instant, le silence ne fut pas brisé, il fut transformé. Il y avait quelque chose de sacré dans le calme qui suivit la musique, pas le silence gênant des choses non dites, mais une immobilité chaude et dorée, comme si la maison elle-même retenait son souffle, reconnaissante, émerveillée par le retour d'un son qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Sawyer resta immobile, ses doigts reposant encore doucement sur les cordes de sa guitare. En face de lui, Maisie gardait la tête baissée, mais son fredonnement continuait, doux et régulier, comme si chaque note était un fil la recousant au monde. Junie et Lyra étaient assises en tailleur sur le sol, se balançant légèrement, les yeux fermés, absorbant chaque vibration. Pour la première fois depuis des années, Sawyer ne se sentait pas comme un homme errant dans les ruines d'une vie. Il se sentait comme quelqu'un construisant quelque chose de nouveau. Les jours qui suivirent passèrent lentement et doucement, comme la neige fondant sous un faible soleil d'hiver. Les routes étant encore trop glissantes pour les bus scolaires, les filles restèrent à la cabane. Les matinées étaient remplies de flocons d'avoine et de jeux de cartes, les après-midi de bonshommes de neige et de luge sur la colline derrière le bûcher. Mais les soirées, c'est alors que la magie revenait. Chaque nuit, alors que la lumière diminuait et que le feu crépitait, les filles se rassemblaient autour du piano ou de la guitare. Elles n'appelaient pas cela des répétitions, elles n'appelaient cela rien du tout. Elles chantaient simplement. Parfois de vieux hymnes, parfois des airs inventés avec des mots absurdes et des harmonies qu'elles seules pouvaient comprendre. Et Maisie, que Dieu la bénisse, Maisie chantait. Elle ne disait pas grand-chose pendant la journée, évitait toujours le contact visuel avec les étrangers, mais quand la musique commençait, elle s'épanouissait comme le printemps perçant un sol gelé. Sawyer laissait l'enregistreur tourner à chaque fois, le plaçant discrètement sur la cheminée. Ce n'était pas pour la gloire ou la mémoire, c'était pour la sauvegarde, comme mettre des lucioles dans un bocal pour se prouver que la lumière avait vraiment existé. Un jeudi soir, alors que Sawyer accordait sa guitare, Junie leva les yeux de son carnet de croquis et dit « Tu penses qu'on pourrait chanter au spectacle de talent ?» Lyra leva les yeux, surprise. « Tu veux dire, comme à l'école, sur scène ?»« Ouais, » dit Junie, comme si c'était évident. « On a 3 chansons maintenant. Celle que Maisie a commencée l'autre soir, celle-là est bien. » Les doigts de Maisie se resserrèrent autour de sa tasse de chocolat, ses lèvres formant une fine ligne. Sawyer posa lentement sa guitare. « Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. »« Pourquoi pas ?» demanda Junie. « On n'a pas peur. » Il les regarda toutes les 3, déterminées, féroces, innocentes d'une manière qui n'avait pas encore été brisée. C'était ça le problème, il savait avec quelle facilité le monde pouvait le briser.
Parce que les spectacles de talent scolaire peuvent être délicats, dit-il prudemment. Les gens rient quand ils ne comprennent pas quelque chose de beau. Et ce genre de rire, ça coupe plus profondément que le silence. Maisie hocha la tête. Elle connaissait trop bien ce rire. Mais Junie ne recula pas. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un leur donne quelque chose qu'ils doivent comprendre. Le lendemain matin, Sawyer sortit à la boîte aux lettres et trouva un prospectus affiché sur le panneau d'affichage à côté. Spectacle de talent divers. Une seule soirée. Ouvert à tous les élèves et familles. Date limite d'inscription, vendredi. Il resta là, dans le vent mordant, le papier claquant doucement comme un défi. Sa main plana dessus un long moment avant qu'il n'arrache l'un des coupons d'inscription. De retour à la maison, les filles avaient déjà installé une fausse scène dans le salon, des oreillers en guise de projecteur, un tisonnier de cheminée en guise de pied de micro. Maisie était assise au clavier, ses doigts trouvant timidement des accords tandis que Junie et Lyra expérimentaient des harmonies. Il y avait des rires, de vrais éclats de rire. Sawyer observait depuis l'embrasure de la porte et ne dit rien. Ce soir-là, il sortit son vieux journal de musique, un carnet relié en cuir usé qu'il n'avait pas ouvert depuis avant la naissance de Maisie. Les pages étaient remplies de chansons à moitié écrites, de paroles griffonnées dans le noir, de mélodies écrites pour une voix qu'il n'avait pas entendue depuis une décennie. Il tourna à une page où une seule ligne était écrite. Certaines voix n'ont pas besoin de s'élever, elles ont juste besoin d'atteindre. Il tapota son stylo dessus, puis ajouta « Ce soir, elles m'ont atteint ». Vendredi arriva. Les filles soumirent leur nom. Pas de retour en arrière possible. Ce soir-là, alors qu'elles répétaient, quelque chose tourna mal. Au milieu d'une chanson, le piano émit un son métallique, comme une cloche frappée de travers. Maisie frappa à nouveau la touche, la note vacilla. Junie essaya d'ajuster sa ligne vocale, mais la hauteur était fausse. Lyra hésita. Sawyer s'agenouilla à côté du piano et ouvrit le couvercle avec effort. « Marteau cassé », dit-il. « Probablement à cause du coup de froid de l'année dernière. Je vais voir si je peux le réparer. » Maisie parut paniquée. « Mais nous n'avons pas le temps. » Sawyer se leva, puis se dirigea vers l'arrière-salle. Quand il revint, il tenait la guitare Taylor. Les filles se turent. « Vous savez, dit-il lentement, vos harmonies, elles sonneraient encore mieux avec quelque chose de plus chaud en dessous, quelque chose de plus simple. Comme ça. » Il gratta une fois, un son grave et doux. Le son emplit la pièce comme la lumière d'une bougie. « On change l'arrangement » demanda Lyra. Sawyer sourit. « On ne change pas, on évolue. » Ils passèrent le reste de la soirée à tout réarranger. Pas de partition, pas de structure formelle, juste des oreilles, des cœurs et de l'instinct. Junie et Lyra s'adaptèrent instantanément, réagissant comme des ailes jumelles captant un nouveau vent. Maisie, assise sur le banc à côté de son père, commença à fredonner sa partie doucement, ajoutant progressivement des couches avec confiance. À minuit, ils avaient quelque chose de nouveau, pas poli, pas parfait, mais vivant. Alors qu'ils terminaient pour la nuit, Junie leva les yeux et dit « Tu penses qu'ils nous entendront ?» Sawyer marqua une pause, puis répondit « S'ils sont prêts, ils écouteront. » L'auditorium était plus vieux que la plupart des bâtiments de la ville. Plancher en bois qui craquait, rideaux de velours orange délavés en un rouille terne, et des dalles de plafond qui bourdonnaient du souvenir des bals scolaires, des discours de remise de diplômes et des récitals oubliés. Pour certains, ce n'était qu'un gymnase avec des lumières, mais pour Junie, Lyra et Maisie, cela ressemblait à une montagne. Sawyer était assis au premier rang, les filles se tenant derrière le rideau, jetant des coups d'œil nerveux à travers une déchirure dans le tissu. La liste des artistes était scotchée au mur à côté d'elle, tapée à la hâte et marquée d'ajouts au crayon. Leur groupe avait été ajouté en dernier, 14. Trio sans nom. « Personne ne sait que c'est nous, » dit Junie, plus pour elle-même que pour qui que ce soit d'autre. « C'est bien, » répondit Lyra, se balançant d'un pied sur l'autre. « Laissez-les rire avant que nous chantions. Ça fera plus d'effet. » Maisie ne dit rien. Ses mains étaient jointes fermement sur sa poitrine, les yeux fixés sur ses chaussures. Mais elle était là. Debout. Attendant. Cela seul était un miracle. Les heures précédant la représentation n'avaient pas été clémentes. Cela avait commencé par un commentaire désinvolte d'un professeur « J'espère que les filles ne vont pas se figer. » Ce genre de choses laisse une trace sur le public. Puis vinrent les regards dans le couloir, certains curieux, certains amusés, certains ouvertement moqueurs. Quelqu'un avait même griffonné « Jumelle égale trophée » au marqueur sur l'une des portes de la salle de répétition. Sawyer l'avait vu.
Il avait pris une profonde inspiration, l'avait effacée, et était retourné à la répétition comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, la vieille fureur s'était ranimée, celle qu'il avait enterrée avec chaque lettre non envoyée aux parents qui avaient chuchoté à propos de sa fille, la même fureur qui avait réduit sa guitare au silence pendant des années. Cette nuit-là, alors que les filles répétaient une dernière fois dans le salon, le doigt de Sawyer glissa sur une corde. Une fausse note retentit. Il jura doucement, ajusta la cheville d'accord. Les filles s'arrêtèrent. « Ça va ?» demanda Junie. « Ça va ?» mentit Sawyer. Maisie le regarda, puis toucha doucement son bras. Il se tourna vers elle, surpris. « Je peux commencer » murmura-t-elle. Il cligna des yeux. « La première note ?» Elle hocha la tête. C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'elle ne guérissait pas seulement. Elle menait. En coulisses, la voix du maître de cérémonie annonça, à suivre, une prestation spéciale de 3 jeunes filles courageuses. Veuillez accueillir notre trio surprise. Applaudissements légers. Mouvement. Le temps ralentit. Sawyer monta le premier sur scène, sa guitare portée bas sur sa poitrine, vêtu de sa chemise de flanelle usée et de son jean. Il ne les avait pas achetés pour l'occasion. Il n'avait pas besoin de vernis, il avait besoin de présence. Puis vinrent Junie et Lyra, se tenant la main, la tête haute. Et enfin, Maisie, frêle, silencieuse, mais droite comme un jeune arbre refusant de plier sous le vent. Des halètements s'échappèrent du public. Certains les reconnurent, d'autres se contentèrent de fixer. Les filles se placèrent au centre. Sawyer s'assit sur le côté, gratta un accord doux et ouvert. Puis Maisie ferma les yeux et chanta. Ce n'était pas fort, ce n'était pas techniquement impeccable, mais c'était vrai. Sa voix trembla comme un violon retrouvant son souffle, puis devint plus stable, plus chaude. Junie se joignit à elle à la phrase suivante, leur voix se frôlant comme des plumes. Lyra entra en dernier, se glissant sous elle avec une harmonie si délicate qu'elle ressemblait à un souvenir. Sawyer observait leurs voix s'entrelacer, ne rivalisant jamais, ne faisant que s'élever. Quand il atteignit le pont, il laissa la mélodie respirer. Le son de la guitare était comme le vent à travers les pins, brut, réconfortant, résolu. Le public, agité quelques instants auparavant, était immobile. Certains se penchaient en avant, d'autres étaient assis, les mains jointes sur les lèvres. Et certains pleuraient. Le refrain final enfla, non pas en volume, mais en grâce. La voix de Maisie flottait vers le haut, Junie tenait le centre, Lyra chuchotait la contre-mélodie. 3 voix, un seul son. Non poli, mais parfait. La dernière note s'évanouit comme le silence ouaté après une chute de neige. Puis, le silence. Et pendant un long moment suspendu, ce fut tout ce qu'il y eut. Une femme au 2e rang, grand-mère d'un joueur de l'équipe de football, fut la première à se lever. Puis un garçon au fond. Puis un professeur. Puis l'auditorium tout entier se leva à l'unisson. Les applaudissements n'étaient pas déchaînés, ils étaient respectueux. Junie serra si fort la main de Lyra que ses jointures blanchirent. Maisie regarda au loin, clignant rapidement des yeux. Sawyer leur sourit, un sourire vrai, profond. Puis il inclina la tête sur les cordes. Plus tard, dans le couloir, alors que les élèves tourbillonnaient autour d'elle avec des félicitations et des regards ébahis, un garçon, celui qui avait ri une fois quand Maisie avait tressailli à la sonnerie, s'approcha d'elle. Il ne dit rien au début. Puis, maladroitement, il lui tendit une menthe poivrée emballée. « Pour toi, dit-il. »« Je suis désolé. » Maisie le regarda, puis prit le bonbon et hocha la tête. Dehors, le vent avait repris, mais il n'était pas mordant. Il était vif, pur, comme une bouffée d'air prise après être resté trop longtemps sous l'eau. Sawyer aida les filles à monter dans le camion. Aucune d'elles ne dit grand-chose. La radio resta éteinte. Les phares creusaient des tunnels dans la neige. Mais dans sa poitrine, il y avait de la musique. Pas une chanson. Un commencement. De retour à la cabane, Junie et Lyra s'endormirent tôt, blottis comme des virgules dans leur couverture. Sawyer se tenait à la porte de la chambre de Maisie, observant simplement. Elle était assise en tailleur sur son lit, des écouteurs aux oreilles, réécoutant doucement l'enregistrement de leur prestation sur le téléphone de Sawyer. Elle leva les yeux, retira un écouteur. « On peut l'enregistrer demain ?» Il cligna des yeux. « Enregistrer quoi ?» Maisie pencha la tête. « Notre album. » Puis elle sourit. 3 jours après la représentation, une photo de Junie, Lyra et Maisie sur scène parut dans le journal local sous le titre « 3 voix, un moment, le spectacle de talent provoque des larmes inattendues ».
C'était un petit article, niché entre l'horaire de la vente de pâtisserie de l'église et un avis sur la réparation des nids de poules sur Main Street. Mais cela signifiait tout. Sawyer le découpa et l'épingla au-dessus de l'évier de la cuisine. Pas par fierté. Pour preuve. Preuve que quelque chose de pur s'était produit et que, pour une fois, le monde n'avait pas détourné le regard. La semaine suivante apporta plus d'attention que quiconque ne s'y attendait. Ellis Warren, la professeure de musique de l'école et quelqu'un que Sawyer avait connu il y a longtemps, dans une autre vie, passa à la cabane sous prétexte de déposer une carte de remerciement. Ses joues étaient rouges à cause du vent, mais ses yeux étaient chauds. « Je voulais demander, » dit-elle en tendant à Sawyer un prospectus plié, « est-ce que les filles envisageraient de soumettre une prestation pour le gala du district à Lincoln le mois prochain? C'est jugé par un jury, une vraie scène, un vrai public, de vrais recruteurs de centres artistiques communautaires. » Sawyer hésita. Il regarda vers le salon où Junie et Lyra étaient affalées sur le tapis en train de faire leurs devoirs, et Maisie griffonnait tranquillement dans les marges d'un cahier de musique. « Savent-elles que vous demandez ?» Ellis sourit. « Pas encore. J'ai pensé vous en parler d'abord. » Il hocha la tête. « Je leur demanderai. » Mais au fond de lui, la nervosité commença à monter. La dernière représentation avait été un miracle, oui, mais elle avait aussi été délicate. Et ça, c'était plus grand, plus risqué, plus public. Il avait vu ce que l'attention du public faisait aux jeunes talents, soit elle les élevait, soit elle les vidait de leur substance. Et Sawyer avait déjà trop perdu pour risquer de vider quelqu'un d'autre. Ce soir-là, après le dîner, Sawyer rassembla les filles autour de la table de la cuisine et déplia le prospectus. Maisie traça du doigt le titre en gras en haut, « Voix de demain, Gala des arts de la jeunesse de l'État ». Junie se pencha. « Alors, on serait en compétition ?»« Pas exactement, » dit Sawyer. « C'est plus comme être mise en vedette. Une chance d'être vue par des gens qui peuvent t'aider. »« Par des gens qui peuvent juger, » dit doucement Maisie. Tout le monde se tourna pour la regarder. Sawyer étudia le visage de sa fille. Elle n'avait pas peur, juste de la prudence. Les cicatrices du silence ne s'effaçaient jamais vraiment, elles changeaient simplement de forme. « Nous n'avons pas à le faire, » dit-il doucement. Ce que vous avez fait la semaine dernière était déjà plus que ce que quiconque pouvait demander. Maisie ne répondit pas tout de suite. Puis, presque à contre-cœur, elle murmura, « Mais s'il y a une fille quelque part comme moi, et qu'elle attend que quelqu'un chante en premier ?» Junie tendit la main sur la table et lui serra la sienne. Sawyer expira lentement. « Alors, nous ferions mieux de lui donner une chanson qui vaille la peine d'être entendue. » Les filles travaillèrent plus dur que jamais après cela. Elles choisirent un morceau qui mariait le ton doux de Maisie à l'éclat de Junie et à la profondeur subtile de Lyra. Sawyer les aida à le transposer pour guitare, ajoutant un rythme qui se construisait progressivement, une tempête silencieuse d'émotions sous les harmonies. Elles répétaient dans le garage la plupart des soirs, l'acoustique étant étrangement parfaite parmi les vieux outils et les bidons d'huile. Junie l'appelait « la salle de l'écho ». Maisie commença à tenir un petit journal, écrivant des paroles et griffonnant des fragments mélodiques. Elle ne les partageait pas encore, mais Sawyer remarqua qu'elle les gardait près d'elle, glissés dans la poche de son manteau comme un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. La veille de la date limite de soumission, une lettre arriva du bureau du surintendant des écoles. Elle était adressée directement à Sawyer et imprimée sur du papier épais et officiel. Il la lut une fois, puis une autre, et sentit quelque chose se glacer en lui. Cher Monsieur Whitlock, après examen de la politique du district et réception de multiples préoccupations de parents concernant la prestation au spectacle de talent de la semaine dernière, le conseil scolaire a déterminé que les élèves non inscrits ne sont pas éligibles pour se produire lors d'événements du district. En tant que tel, le numéro du trio comprenant votre fille Maisie et les élèves Junie et Lyra Carpenter ne répond pas aux critères de soumission. Nous comprenons la déception que cela peut occasionner et encourageons tous les élèves éligibles à soumettre des prestations individuelles à la place. Sincèrement, Brenda Monsieur Ellsworth, directrice de la participation aux arts de la jeunesse. Sawyer resta assis à la table de la cuisine longtemps après que la lettre lui eut glissé des doigts. Il ne le dit pas tout de suite aux filles. Il ne pouvait pas. Cette nuit-là, après qu'elles se furent couchées, il appela Ellis. Elle savait, dit-il doucement. Qui que soit cette Brenda, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et quelqu'un lui a soufflé l'idée. Il y eut une longue pause au bout du fil. Je suis désolé, Sawyer. Je n'avais aucune idée que cela arriverait. Moi si, dit-il amèrement.
c'est ça le problème. J'ai vu à quelle vitesse les gens changent de discours quand quelque chose de vrai commence à briller. Vous n'allez pas laisser ça les arrêter, n'est-ce pas? Il regarda l'enregistreur sur la cheminée. Non, dit-il. Mais je dois être malin sur la façon dont nous combattons ça. Le lendemain, il fit asseoir les filles et leur lut la lettre. Maisie ne pleura pas. Junie, si, doucement. Lyra croisa les bras, la mâchoire serrée. Alors, quoi maintenant? On disparaît à nouveau? Non, dit Sawyer. On l'enregistre quand même. On l'envoie. S'ils la jettent, c'est leur choix. Mais ils vont l'entendre. Il se tourna vers Maisie. Et si tu veux écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui dit ce que tu veux qu'ils entendent, c'est le moment. Maisie leva les yeux, le regard clair. Puis elle se leva, alla dans sa chambre et revint avec son carnet. Elle le posa sur la table. Le titre sur la première page disait « Une chanson pour les silencieux ». La mélodie était lente au début, hésitante, comme quelqu'un marchant pieds nus sur la glace. Puis, note après note, elle gagna en force. Sawyer était assis à côté de Maisie sur le sol du salon, la guitare sur ses genoux, observant comment elle traçait chaque mot dans son carnet avec un doigt avant de le laisser devenir son. Junie et Lyra étaient blottis sur le canapé, écoutant avec ce genre de révérence que seuls les enfants peuvent manifester quand ils savent qu'ils sont en présence de quelque chose d'important. Une chanson pour ceux qui ne parlent pas fort, mais qui portent le tonnerre dans leur cœur. La voix de Maisie trembla légèrement sur le mot « tonnerre », mais elle ne s'arrêta pas. Sawyer gratta un accord doux en mineur. Il savait qu'il ne fallait pas interrompre la forme d'une chanson quand elle était encore en train de naître. Le carnet de Maisie était maintenant rempli de couplets, de dizaines de fragments, de rêves griffonnés. Mais cette chanson, celle-ci semblait différente. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était un témoignage. Et si le district ne voulait pas les entendre, ils allaient rendre impossible de les ignorer. Au milieu de la semaine, la cabane s'était transformée en quelque chose de tout à fait différent. La cuisine devint une zone d'échauffement vocal, le couloir se transforma en un chemin de pratique chorégraphié, même le garage, autrefois une chambre d'écho froide, contenait maintenant des couvertures clouées au mur pour l'acoustique. Sawyer installa son vieux micro à condensateur, acheté il y a longtemps pour des concerts qui n'avaient jamais eu lieu, et le brancha à un ordinateur portable vintage qu'il avait dépoussiéré. Les filles répétaient leurs harmonies à tour de rôle tandis que Maisie, assise en tailleur sur le sol, affinait chaque mot. Elle construisait une cathédrale de sons dans une maison faite de pain et de chagrin. Et ça marchait. Jusqu'à ce que le piano se casse. Cela arriva la nuit précédant leur prise finale. Maisie répétait l'intro des « Une chanson pour les silencieux », ses doigts maintenant confiants sur les touches, sa voix s'accordant parfaitement avec le lent grattement de la guitare de Sawyer. Puis, un claquement sec. Le marteau du do central resta coincé. Elle le frappa à nouveau. La note sortit morte. Sawyer se précipita, ouvrit le couvercle. Bride cassée, marmonna-t-il. Les mains de Maisie tremblèrent. Je ne peux pas jouer sans ça. Sawyer s'accroupit. Tu n'as pas à le faire. Nous allons modifier l'arrangement pour guitare seule. Tu l'as déjà fait. Non, dit-elle, le mot à peine au-dessus d'un murmure. Pas pour cette chanson. Sawyer regarda dans ses yeux et vit cette spirale serrée de peur se tordant avec la fierté. Le piano n'était pas seulement un instrument, c'était une armure. Il lui donnait un endroit où se cacher pendant qu'elle trouvait le courage de chanter. Il hocha lentement la tête. Je vais le réparer. Il y travailla toute la nuit, à la lumière d'une lanterne, utilisant des pincettes, de la colle et une prière. Sawyer démonta le mécanisme endommagé et rattacha la bride cassée. Le processus prit des heures. Ses doigts lui faisaient mal, sa vision se brouillait, mais il ne s'arrêta pas. Non pas parce qu'il pensait pouvoir sauver l'instrument, mais parce qu'il savait qu'il devait essayer. À l'aube, il appuya sur le do central. Il chanta. Pas parfaitement, mais juste. Au moment où les filles se réveillèrent, le soleil avait déversé de l'or sur la neige. Maisie s'assit au piano, toucha la touche, retint son souffle. Elle répondit comme si elle se souvenait d'elle. Elle regarda son père. Pas de sourire, pas de mots, juste un petit hochement de tête de quelque chose de plus profond, une sorte de compréhension qui vivait au-delà du langage. Sawyer recula, laissant les trois filles trouver leur position. Maisie commença l'intro. Junie et Lyra échangèrent un regard. Puis, à la fille au fond qui ne lèvera pas la main, au garçon dans le couloir au silence comme du sable. Leurs harmonies étaient plus serrées que jamais, superposées, précises. Puis Maisie entra dans le refrain,
nous étions faits pour la musique, même si nous ne faisons jamais de son. Nous étions faits pour plus que nous éteindre, nous étions faits pour être trouvés. La guitare reprit, chaude et soutenante, laissant leur voix glisser sur les accords comme la lumière sur l'eau. À la fin de la dernière note, personne ne parla. Sawyer appuya sur « Stop » sur l'enregistreur, le cœur battant. Il ne le dit pas à voix haute, mais il savait que c'était la bonne prise. Il téléchargea le fichier sur un lien privé, tapa lui-même le formulaire de soumission. Là où il demandait le nom du groupe, il marqua une pause, puis tapa « Les silencieuses ». Là où il demandait un message pour le jury, il écrivit « Nous savons que nous ne respectons pas vos règles, mais nous espérons que nous toucherons vos cœurs. S'il y a de la place pour 3 filles qui ont appris à chanter dans les fissures du monde, alors peut-être que cette chanson est aussi pour vous. » Il hésita un instant au-dessus du bouton « Soumettre », puis cliqua et laissa faire. Le lendemain après-midi, le rejet vint rapidement. Pas du jury, mais d'un parent. Sawyer était à l'épicerie, fouillant dans une caisse de pommes meurtries, quand il l'entendit. Ça doit être facile d'utiliser la pitié pour monter sur scène de nos jours. Il se tourna. C'était Daryl Crane, père d'un garçon de l'ancienne classe de Maisy. Banquier, diacre, le genre d'homme qui souriait avec la bouche mais pas avec les yeux. « Excusez-moi » dit Sawyer, calme mais ferme. Daryl haussa les épaules. « Je dis juste que beaucoup de gens pensent que c'est manipulateur d'exhiber ces pauvres jumelles et votre situation. Certaines personnes travaillent dur pour mériter les projecteurs. » Sawyer serra la mâchoire. Elles ont travaillé dur. Et elles ont mérité chaque seconde. Daryl se pencha plus près. Eh bien, ne vous attendez pas à ce que tout le monde applaudisse juste parce que vous avez apporté une histoire triste accompagnée d'une mélodie. Sawyer ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Parce que certaines chansons n'étaient pas destinées à des hommes comme ça. Elles étaient destinées aux filles qui apprenaient encore à chanter. Et aux pères qui refusaient de les laisser réduire au silence. La neige avait commencé à fondre en plaques de gadou sur les trottoirs, mais l'air était encore assez vif pour piquer la gorge. Mars était le genre de mois auquel le Nebraska ne s'engageait jamais pleinement, ni hiver ni printemps, juste une longue pause grise entre les deux. À la cabane, il faisait chaud, mais seulement à cause du feu que Sawyer entretenait et de l'étrange élan qui s'était emparé de la maisonnée. Même après le rejet, la chanson flottait dans l'air comme une fumée qui s'accroche aux vêtements. Maisy la jouait tous les jours maintenant, ne répétant pas, vivant simplement dedans. Les jumelles fredonnaient en se brossant les dents, en nourrissant les oiseaux, en remuant la soupe. Même Sawyer se surprenait à siffloter le refrain sous son souffle en coupant du bois. Le district les avait peut-être rejetés, mais quelque chose de plus profond avait pris racine. Ellis repassa le vendredi, tenant un petit paquet emballé dans du papier brun. Ses joues étaient roses à cause du vent et son sourire hésitant mais gentil. Sawyer se sentit à nouveau comme un adolescent avec des échardes dans les mains. « J'ai trouvé quelque chose qui, je pense, vous appartient », dit-elle en posant le paquet sur le comptoir de la cuisine. Sawyer haussa un sourcil mais ne parla pas. Ellis le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait un capodastre vintage, usé et lisse sur les bords, et une tablature d'accords manuscrite de l'écriture de sa femme. L'encre était tachée par endroits, mais le titre était encore lisible. Pour Maisy, un jour. Il la fixa. La chanson qu'il n'avait jamais finie, une berceuse écrite pendant les nuits où Maisy avait des coliques et où Sawyer jouait de la guitare dans le couloir pour la rendormir. « Je pensais qu'elle s'était perdue après l'incendie », murmura-t-il. « Elle était dans le placard de musique de l'école », dit doucement Ellis. « Je l'ai trouvée rangée dans un vieil étui. » Maisy entra dans la pièce à ce moment-là, les yeux curieux. Sawyer lui tendit le papier. Elle traça les lettres avec un doigt, puis leva les yeux. « On peut la jouer ?» Il cligna des yeux. « Tu veux la finir ?» Maisy hocha la tête. « Elle semble déjà finie. Je veux juste l'entendre. » Ils passèrent les 2 heures suivantes sur le sol du salon, Sawyer assis en tailleur et pieds nus, les filles appuyées contre des oreillers et des coussins de canapé, écoutant pendant qu'ils reconstituaient la structure des accords. Cela commença doucement, 2 accords alternant comme un battement de cœur, puis une montée, puis une lente descente. Maisy chanta la première ligne. Junie et Lyra se joignirent à elle au 2e couplet. Au moment où ils atteignirent le pont, les mains de Sawyer bougeaient comme si elles n'avaient jamais cessé de jouer. Ses doigts se souvenaient de ce que son âme avait longtemps essayé d'oublier. Il regarda Ellis, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une main sur la bouche. Elle ne pleurait pas, mais elle écoutait comme si c'était la première fois qu'elle entendait de la musique depuis des années.
Le lendemain matin, Sawyer se réveilla avant le soleil et se dirigea vers le vieux hangar où il avait rangé son matériel de spectacle, les restes de sa vie passée, avant que le chagrin ne le transforme en charpentier aux mains calleuses et aux chansons inachevées. Il ouvrit l'étui de la guitare avec soin, avec révérence. La Taylor brillait encore sous sa couche de poussière, corps en acajou clair, fret en nickel, corde depuis longtemps ternie mais toujours chargée de mémoire. Il s'assit sur le banc à côté de la fenêtre du hangar et commença à la recorder, une corde à la fois, enroulant serré, accordant lentement. Il huila la touche, polit le corps, colla même une petite fissure près de la base qui était passée inaperçue pendant des années. Quand il eut fini, il passa la main sur la courbe de l'instrument et dit doucement, « Faisons ça bien cette fois. » Plus tard cet après-midi-là, il appela les filles dans le salon. La cheminée rougeoyait derrière lui, projetant de longues ombres. Il posa la guitare fraîchement recordée sur le support, comme une offrande. « Ça, dit-il, c'est la première guitare que j'ai jamais eue. Votre mère me l'a donnée quand nous nous sommes fiancés. » Maisie s'avança, les yeux écarquillés. C'est la première chose qui m'a fait croire que je pouvais faire quelque chose de bien avec la musique, continua-t-il. Je pense qu'il est temps de la ramener. Junie murmura, c'est pour la prochaine représentation? Sawyer hésita. Non. Lyra fronça les sourcils. Alors, c'est pourquoi? Il les regarda toutes les trois. C'est pour nous. Pas de scène, pas de juge. Juste un enregistrement, une session complète avec toutes les chansons sur lesquelles vous avez travaillé. Les originales de Maisie, vos harmonies, même cette berceuse. Nous la sortirons en ligne, gratuitement. Pas de label, pas de gardien. Il marqua une pause. Et si le monde l'entend, tant mieux. Mais si un seul enfant quelque part la trouve et réalise que sa voix compte, c'est suffisant. Maisie hocha lentement la tête. C'est plus que suffisant. Ils commencèrent ce week-end-là. Le garage devint leur studio. Sawyer suspendit des édredons le long des murs, emprunta la table de mixage d'un voisin et installa de vieilles guirlandes lumineuses à travers les chevrons. Ils enregistrèrent tout, faux départ, rires, notes chuchotées, harmonies de fin de soirée chantées avec des tasses de chocolat chaud à la main. Le dernier morceau fut la berceuse, la chanson inachevée de la mère de Maisie, maintenant portée par la voix de sa fille, soutenue par la guitare qu'il avait autrefois bercée pour l'endormir. Quand ce fut terminé, personne ne dit un mot. Junie appuya sur « Stop » sur l'enregistreur. Lyra posa sa tête sur l'épaule de Maisie. Sawyer baissa les yeux sur la guitare sur ses genoux, puis sur Ellis, qui avait assisté à la session, offrant tranquillement du thé, des biscuits et de longs regards significatifs. Il murmura « Bon retour ». Il ne dit pas à qui il parlait. Aux filles, à la musique, à sa femme, à lui-même. Peut-être à tout cela. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Sawyer téléchargea l'album sur un site de streaming gratuit sous le nom de « Les Silencieuses », chanson pour ceux qui écoutent. Dans la description, il écrivit seulement « Pour ceux à qui on a dit qu'ils étaient trop silencieux pour compter. Pour ceux qui attendaient d'être entendus. Nous sommes là. » Au lever du soleil, le premier commentaire apparut. Puis le deuxième. Puis un message d'une infirmière scolaire de l'Ohio. D'un père du Vermont. D'une fille de l'Oregon qui disait qu'elle passait la berceuse en boucle en dessinant des étoiles. Le monde écoutait. Et la guitare, enfin, était de retour à la maison. La première fois que Sawyer entra au Whitmore Civic Center de Lincoln, il eut l'impression d'avoir pénétré dans un lieu appartenant à la vie de quelqu'un d'autre. Le hall d'entrée brillait de marbre poli et un jazz doux jouait en fond sonore, trop élégant pour un homme dont les mains étaient en permanence calleuses. Maisie s'accrochait à son carnet de paroles comme à une bouée de sauvetage. Junie et Lyra marchaient de chaque côté d'elle, les épaules carrées, les yeux scrutant tout, mi-admirative, mi-défensive. Elle n'était pas sur la liste des artistes, pas officiellement. Le district l'avait clairement indiqué. Mais une annulation de dernière minute avait ouvert une fenêtre de 10 minutes pendant l'exposition d'art jeunesse, et Ellis, plus courageuse que quiconque ne s'y attendait, avait insisté assez fort, assez longtemps, pour que le directeur de l'événement dise finalement « D'accord, une chanson ». Pas d'annonce, pas d'introduction. Ce n'était pas une place sur scène, c'était une chance. Et parfois, c'est suffisant. En coulisses, les filles étaient assises sur des chaises pliantes, les mains sur les genoux. Le bourdonnement des autres artistes accordant leur violon, récitant de la poésie, vérifiant leurs cheveux dans des miroirs de poche, résonnait tout autour d'elles. Personne ne leur parlait. Personne ne savait qui elles étaient. Et pour une fois, cet anonymat ressemblait à une armure. Sawyer se tenait à proximité,
accordant lentement sa guitare. La Taylor brillait sous les lumières du plafond, recordée, polie, vivante. Il regarda sa fille, puis les jumelles, et pensa, elles ont déjà gagné, rien qu'en entrant dans cette pièce. Mais les filles ne pensaient pas à ça. Elles pensaient au moment à venir, aux 10 pas silencieux de la chaise à la scène, à la première inspiration avant la première note, à l'écho qui les élèverait ou les engloutirait tout entières. Les mains de Maisie tremblaient. « Froid ?» demanda doucement Sawyer. Elle secoua la tête. « Non. Juste éveillé. » Il sourit. « Bien. » L'assistant technique fit un signe de tête brusque. « À vous. » Rideau dans 30 secondes. Pas d'annonce, pas de titre, pas d'avertissement. Juste un projecteur et une salle pleine d'inconnus. Les lumières diminuèrent. Junie monta la première sur scène, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait traverser ses chaussures. Lyra la suivit, ses doigts effleurant la manche du manteau de sa sœur, un signal d'ancrage qu'elles utilisaient depuis la maternelle. Maisie arriva en dernier. Elle ne trébucha pas, elle ne se recroquevilla pas. Elle marcha comme si le sol avait enfin accepté de la porter. Sawyer s'assit à gauche de la scène, guitare à la main. Pas de micro, pas d'ampli. Juste du bois, des cordes et une intention. Elles prirent leur position. Junie ajusta son écharpe. Lyra déglutit difficilement. Maisie ferma les yeux. La première note retentit. Elle était à peine audible au début, juste la voix de Maisie, soufflée et ronde, comme une histoire racontée à quelqu'un à moitié endormi. Puis Junie entra, stable et brillante, son ton soulevant celui de Maisie comme un échafaudage. Lyra suivit, son alto une douce fondation sous elles deux. Elles n'essayèrent pas d'impressionner, elles ne coururent pas après les applaudissements. Elles étaient, tout simplement. Et ça fonctionna. À mi-chemin du premier couplet, la salle changea. Le bavardage poli du public s'estompa, les téléphones furent baissés, les gens se penchèrent. Les harmonies se construisirent, 3 couleurs distinctes fusionnant en une seule teinte chaude. Sawyer jouait en dessous de tout cela, chaque note de guitare parfaitement synchronisée, parfaitement retenue. Sa fierté ne tenait pas au volume, mais à la façon dont il leur faisait de la place. Au pont, Maisie s'avança légèrement et chanta « Nous ne sommes pas les échos du son de quelqu'un d'autre. Nous sommes la musique que personne n'a vu venir. Et nous sommes toujours fortes, même maintenant. » Le refrain final monta, non pas en volume, mais en courage. Et quand la dernière note s'évanouit, il y eut un temps, peut-être 2, de silence sacré absolu. Puis la salle explosa. Sawyer leva les yeux, stupéfait. Les gens n'applaudissaient pas seulement, ils étaient debout, essuyant des larmes, se tournant les uns vers les autres dans une incrédulité partagée. Une femme porta une main à sa poitrine et articula « Magnifique ». Un homme plus âgé coiffé d'une casquette de vétéran hocha simplement la tête, les yeux fermés. Même un adolescent en blouson d'université siffla doucement et marmonna « Nom de Dieu ». Maisie regarda vers la foule, puis vers son père. Elle ne pleura pas. Elle sourit. En coulisses, elles ne furent pas assaillies. Pas de demande d'autographe, pas de carte de visite. Juste une file silencieuse d'inconnus, s'avançant un par un pour dire « Merci ». C'était l'histoire de ma fille. Je n'ai rien ressenti de tel depuis des années. Un animateur de radio locale demanda une copie de la chanson. Une femme d'une association artistique à but non lucratif demanda si elles envisageraient de se produire pour des enfants ayant des besoins spéciaux. Sawyer dit oui à tout. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de guérison. Il s'agissait de donner. Cette nuit-là, alors qu'il remballait et se dirigeait vers le parking, le vent avait changé. Plus chaud maintenant, du genre qui laissait présager le printemps même quand la neige persistait encore dans les coins. Maisie marchait un peu en avant, main dans la main avec Junie et Lyra. Sawyer et Ellis suivaient derrière, silencieux. Après un long moment de silence, Ellis dit « Tu sais, si jamais elle veut étudier la musique, je connais des gens. » Sawyer la regarda. « Je veux dire, de vraies études. Des bourses, des mentors. Des endroits qui ne se contenteront pas de tolérer une enfant silencieuse, ils la chériront. » Il hocha la tête, la pensée à la fois excitante et terrifiante. « Je la laisserai décider, dit-il. Mais merci. » Ellis sourit. Elle est déjà plus que prête. Ils s'arrêtèrent au camion. Sawyer chargea l'étui de la guitare à l'arrière. Maisie se tourna et le regarda. « Est-ce qu'ils nous entendent vraiment ?» demanda-t-elle. Sawyer la regarda, non pas la fille fragile qui se cachait autrefois derrière le silence, mais l'artiste qui venait de chanter son histoire à une salle pleine d'inconnus. « Ils t'ont ressenti, dit-il.
C'est plus qu'entendre. C'est se souvenir. Maisie hocha la tête. Puis, de manière inattendue, elle le serra dans ses bras, une étreinte forte et assurée. C'était la première fois depuis des années. Et à cet instant, Sawyer Whitlock sut que la musique n'avait pas seulement guéri sa fille. Elle l'avait guéri lui. Sawyer n'aurait jamais pensé qu'un mot puisse être un cadeau. Une seule syllabe insufflée à l'existence par une enfant qui avait autrefois passé des mois sans prononcer un son. Quoi de plus fragile, de plus sacré? Mais le mot n'était pas « papa ». Ce n'était pas « musique ». Ce n'était même pas « amour ». C'était « encore ». Et cela changea tout. Cela arriva un dimanche après-midi de début avril. Le soleil était assez chaud pour faire fondre la croûte de neige tenace accrochée aux racines des pins derrière la cabane. Les filles étaient sur le porche avec Ellis, esquissant un prospectus pour un petit concert communautaire qu'elles organisaient, un bénéfice pour un refuge local. Maisie était assise près de la moustiquaire ouverte, son carnet reposant sur ses genoux, les yeux suivant les courbes de ses propres traits de crayon, mais son esprit ailleurs. Sawyer était à l'intérieur, accordant sa guitare. C'était la même chanson qu'ils avaient jouée au Whitmore Civic Center, la même chanson qui avait fait craquer la salle, transformer des inconnus en croyants. Il joua lentement l'accord final, puis se tourna vers elle. « Tu penses qu'on devrait ajouter un pont la prochaine fois ?» Maisie leva les yeux. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Puis elle dit « Encore ». Sawyer la fixa, confus. « Quoi ?» Elle se redressa. « Joue-la encore ». Sa main se figea sur le manche de la guitare. Non pas parce qu'elle parlait plus souvent ces dernières semaines, surtout avec Junie et Lyra, des chuchotements au début, puis de doux échanges, des blagues privées, même des rires. Mais ceci était différent. C'était une demande, prononcée sans peur, prononcée avec désir. Il sourit, déglutit une fois pour chasser l'émotion qui lui serrait la gorge, et dit « Oui, madame ». Il la joua à nouveau. Et cette fois, elle chanta avec lui. Ce soir-là, après le dîner, Maisie se leva de table et dit « Je veux enregistrer un message ». Junie cligna des yeux. « Pour qui ?»« Pour tout le monde », dit simplement Maisie. Sawyer plia doucement le torchon qu'il était en train de plier. « D'accord. » Ils installèrent l'enregistreur dans le salon, comme d'habitude. Les lumières étaient tamisées, le feu n'était plus que braise. Maisie s'assit sur le tabouret, les mains reposant sur ses genoux. Elle prit une profonde inspiration. Puis elle dit « Salut. Je m'appelle Maisie Whitlock. Je pensais autrefois que le silence était plus sûr, que ne pas parler signifiait ne pas souffrir. Mais ensuite, quelqu'un a chanté près de moi. Pas pour moi, près de moi. Et je me suis souvenu du son de la voix de ma mère. Je me suis souvenu que je chantais aussi. Alors, si vous écoutez ça et que vous êtes silencieux, comme je l'étais, je veux juste dire que vous n'êtes pas brisé. Vous attendez juste. Et quand vous serez prêt, nous vous entendrons. » Elle regarda son père. « D'accord. » Sawyer, qui pouvait à peine empêcher sa main de trembler, appuya sur « Stop ». « Parfait », dit-il. Ils le téléchargèrent cette nuit-là, joignant le message à leurs enregistrements de chansons. Au matin, la vidéo s'était propagée bien au-delà de leur petite ville du Nebraska. Un animateur de podcast l'a repris et l'appela « les 90 secondes les plus importantes de l'année ». Une organisation à but non lucratif de Chicago les contacta, demandant si Maisie accepterait de parler virtuellement pour leur collecte de fonds de printemps. Une université de l'Oregon demanda la permission d'utiliser le clip dans leur séminaire de musicothérapie. Et les emails affluèrent, de mères d'enfants silencieux, d'adultes qui disaient n'avoir jamais chanté en dehors de leur voiture, d'adolescents qui écrivaient « Je n'avais pas pleuré jusqu'à maintenant, et je pense que j'en avais besoin ». Un message, cependant, venait d'une fille nommée Avery, du Montana. Elle écrivit « Ma mère est décédée l'année dernière. Je n'ai parlé à personne depuis. Mais j'ai joué votre chanson pour mon chien. Puis je l'ai chantée avec lui. Je voulais juste que vous sachiez. Je pense que vous m'avez aidé à reparler aussi. » Maisie imprima le message et l'épingla sur son mur, juste à côté de la photo de sa mère. Quand Sawyer la vit faire, il ne parla pas. Il s'assit simplement à côté d'elle et posa sa main sur la sienne. À cet instant, il ne se sentit pas comme le père d'un miracle. Il se sentit juste comme un père. Et c'était plus que suffisant. Plus tard cette semaine-là, les filles se produisirent à la bibliothèque municipale. Une petite foule, principalement des voisins et quelques âmes curieuses qui avaient vu l'article. Pas de caméra, pas d'applaudissements par pitié. Juste des gens qui écoutaient.
À la fin du spectacle, un petit garçon avec un cheveu sur la langue demanda s'ils avaient un CD. Junie promit de lui en envoyer un par la poste. Lyra lui donna un dessin d'une clé de sol avec des ailes. Maisie se pencha et murmura « Quelle est ta couleur préférée ?» Il dit « Vert ». Maisie sourit. « C'est la mienne aussi. » Après le spectacle de la bibliothèque, ils commencèrent à planifier une tournée régionale. Pas de grande salle, pas même de vraies scènes. Juste des refuges, des écoles, des centres de désintoxication, partout où les gens apprenaient à retrouver leur voix. Sawyer l'appela la « tournée de l'écho ». Ellis proposa de venir comme deuxième chauffeur et directrice de tournée. Maisie l'appela l'ami-maman, et Ellis ne fit même pas semblant de détester ça. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Sawyer demanda à Maisie si elle avait déjà eu envie d'écrire une chanson sur son silence. Elle réfléchit longuement, puis dit « non ». Sawyer hocha la tête. « Trop douloureux » Maisie secoua la tête. « Non. Juste, j'en ai fini d'être un silence. Je veux être tout le reste maintenant. » Cette nuit-là, il sortit son journal, celui où il écrivait des paroles pendant les longues nuits sombres après que Maisie eut cessé de parler. Il tourna à la première page vide. Puis, lentement, soigneusement, il écrivit « 12 avril. Maisie a dit encore aujourd'hui. Et je pense que le monde a recommencé aussi. » Le premier arrêt de la tournée de l'écho fut un centre communautaire à Hastings, un bâtiment modeste à la peinture écaillée, avec une odeur de vieux livres et de café frais dans l'air. Les chaises pliantes étaient dépareillées, le système de sonorisation emprunté à la salle de bingo voisine. Le public était un mélange de collégiens, de vétérans, de mères célibataires et de deux tout-petits partageant une brique de jus de fruits sur le sol. C'était parfait. Pas de pression, pas de caméra, juste des visages ouverts, chacun portant une version d'une histoire qu'il n'avait pas encore racontée. Maisie se tenait à côté de Junie et Lyra sur la scène improvisée, un vieux tapis posé sur des planches qui craquaient. Sawyer était assis derrière elle, la guitare Taylor reposant doucement sur son genou, les doigts prêts, comme s'il tenait une conversation avec l'instrument plutôt que de le jouer. Quand elles commencèrent à chanter une chanson pour les silencieux, quelque chose changea, pas seulement dans la pièce, mais chez les gens à l'intérieur. Une mère au deuxième rang ferma les yeux et se pencha en arrière. Un adolescent près de la sortie resserra sa capuche mais ne partit pas. Un homme âgé agrippa l'accoudoir de son fauteuil roulant et hocha la tête, ses lèvres bougeant en rythme avec le refrain. Au dernier couplet, même les tout-petits avaient cessé de se tortiller. Et quand la dernière note tomba, les applaudissements ne furent pas explosifs. Ils furent respectueux. D'une certaine manière, c'était plus fort que n'importe quel rugissement. Après le spectacle, les gens s'approchèrent en petits groupes silencieux, non pas pour louer, mais pour se connecter. Un homme nommé Lou, qui avait combattu au Vietnam, dit à Sawyer, « Celle avec le pont lent, elle m'a rappelé les lettres que ma femme m'écrivait. Elle est partie il y a 15 ans. Je ne pleure généralement pas, mais aujourd'hui, je l'ai fait. » Une conseillère d'orientation de lycée demanda des prospectus à partager avec des élèves qui avaient subi du harcèlement ou une perte. Une jeune fille tendit timidement à Maisie un mot chiffonné. « Parfois, je ne parle pas parce que les gens n'attendent pas assez longtemps. Mais je pense que toi, tu attendrais. » Maisie plia le mot, le pressa contre sa poitrine et murmura « Toujours. » Elles se produisirent dans cette ville au cours des 2 semaines suivantes, chaque endroit plus humble que le précédent, sous-sol d'église, cafétéria, caserne de pompiers. Chaque fois, le résultat fut le même, immobilité, puis larmes, puis quelque chose comme de l'espoir. Junie et Lyra devinrent expertes pour calmer les nerfs avant les spectacles. Elles apprirent à Sawyer comment faire des danses de main TikTok, maladroitement, et firent tellement rire Ellis pendant une répétition qu'elle renversa accidentellement un pied de micro. Maisie, plus que quiconque, se transforma. Elle commença à parler avant les chansons, les présentant, partageant pourquoi elles avaient été écrites. Sa voix, autrefois un murmure, portait maintenant à travers les pièces, pas fort, mais clairement, avec une certitude qui faisait tourner les têtes et adoucissait les cœurs. Un soir, après un spectacle dans un centre de rétablissement pour femmes, une femme se leva pour parler. Elle était restée silencieuse pendant la majeure partie de la session, les bras croisés, l'expression gardée. Mais maintenant, elle dit, « Je ne sais pas qui vous a appris à chanter comme ça, mais qui que ce soit, ils vous ont rendu le monde et vous nous l'avez donné. » Maisie descendit, serra la femme fort dans ses bras et murmura quelque chose qu'elle seule entendirent. Ensuite, la femme dit à Ellis, « Cette gamine, c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Un soir de pluie, alors que le groupe retournait à la cabane, la camionnette tomba dans un rythme tranquille.
Les filles somnolaient à l'arrière, appuyées les unes sur les autres. Ellis, sur le siège passager, regardait par la fenêtre le flou des pins. Sawyer gardait les yeux sur la route, mais son esprit vagabondait. Il avait pensé que cette tournée servirait à donner en retour, à aider les filles à surmonter leur douleur, peut-être, juste peut-être, à donner un peu de lumière aux autres. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à quel point il en avait besoin aussi. Chaque représentation était un fil, recousant tranquillement quelque chose à l'intérieur de lui, quelque chose dont il ne réalisait pas qu'il s'était défait. Il pensait souvent à sa défunte femme pendant les trajets, son rire, ses chansons, la façon dont elle l'avait amené à la musique comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et maintenant, Maisie faisait de même. Elle était devenue un pont non seulement entre les notes, mais entre les gens, entre le passé et le présent, entre la douleur et la paix. Ils rentrèrent chez eux pour trouver une pile de courriers et 3 messages vocaux. L'un provenait d'un producteur d'une station de radio locale qui avait entendu parler de la tournée et voulait les présenter dans une émission matinale. Un autre venait d'un district scolaire du Missouri demandant si le trio pouvait se produire lors d'un sommet anti-harcèlement. Le troisième était du Whitmore Civic Center. Une femme nommée Caroline. Elle avait été dans le public ce soir-là, celle qui pleurait tranquillement au 3e rang. Elle travaillait maintenant pour le Conseil des affaires culturelles de l'État. Son message était simple, nous aimerions inviter les silencieuses en tête d'affiche du Gala des voix de la jeunesse en juin. Pas d'audition, pas de formulaire. Apportez simplement la musique, nous apporterons les projecteurs. Sawyer lut le message 2 fois, puis une autre fois. Il regarda les filles, Maisie fredonnant doucement sur le canapé, Junie et Lyra dessinant des plans pour leur prochain spectacle. Ellis sirotant du thé et les observant toutes, comme quelqu'un qui connaissait la valeur de chaque seconde qui lui avait été donnée. Il tapota une fois sur le téléphone. Puis il sourit. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait doucement, Maisie tendit à son père une nouvelle feuille de parole. « J'ai écrit un duo, dit-elle. Pour toi et moi. » Sawyer parcourut les mots. La première ligne disait « J'ai trouvé ma voix dans l'espace entre ton silence. » Il la regarda, les yeux brillants. « Tu veux la chanter avec moi ?» Maisie ne répondit pas. Elle prit simplement la guitare et gratta le premier accord. Le théâtre de Lincoln était bien loin des endroits où ils avaient joué auparavant. Pas de peinture écaillée, pas de chaises qui craquent, pas de tout petits rampants sous des tables pliantes. Les murs étaient en acier brossé et en chêne doux, la scène polie jusqu'à un éclat mat. Les lumières, de vraies lumières de scène, pendaient comme des étoiles silencieuses au chevron. C'était le gala des voix de la jeunesse, et d'une manière ou d'une autre, les silencieuses étaient en tête d'affiche. Sawyer se tenait dans les coulisses, guitare à la main, la sueur perlant à la base de son cou malgré le calme climatisé. Il avait joué dans des salles plus grandes par le passé, avant que la vie ne dévie, avant que le chagrin ne mette tout en pause. Mais jamais avec ce genre de poids. Pas avec sa fille au micro. Pas avec sa seconde chance se tenant sur des jambes tremblantes sous un projecteur. Maisie ajustait le pied de micro, non pas nerveusement, mais avec une confiance tranquille. Junie et Lyra l'encadraient, stables comme toujours, ses sœurs maintenant, et plus qu'en esprit. 3 filles qui avaient été rejetées, mises en doute, ignorées. Et pourtant, elles étaient là. Aucun régisseur ne leur donna de compte à rebours, aucun maître de cérémonie n'annonça leur nom. Le programme disait simplement « La voix que nous gardons ». Une prestation de clôture par les silencieuses. Maisie se tourna pour regarder son père. Leurs yeux se rencontrèrent. Il hocha la tête une fois. Elle hocha la tête en retour. Et puis, elle chanta. La chanson commença par une seule ligne, à peine plus qu'un murmure. Ce n'était pas une chanson qu'elles avaient écrite pour impressionner. Elle n'était pas faite pour les recruteurs, les bourses ou les applaudissements. C'était une chanson sur la mémoire, sur les sons auxquels nous nous accrochons quand le monde devient trop bruyant, sur les voix que nous perdons et celles pour lesquelles nous nous battons. Junie et Lyra se joignirent au 2e couplet, leurs harmonies plus serrées que jamais, tissées comme du lin, chaudes et résilientes. La foule se pencha, le souffle coupé. Quelque part vers le fond, quelqu'un pleura ouvertement. Sawyer jouait en dessous d'elle, ses doigts bougeant non pas comme un interprète, mais comme un père tenant le pouls de quelque chose de sacré. La guitare Taylor ne sonnait pas seulement, elle parlait, résonnant doucement à travers le velours de la pièce. Au pont, Maisie fit un seul pas en avant et chanta « Je pensais autrefois que mon silence signifiait que j'étais brisé. Maintenant, je sais qu'il attendait juste d'être musique. » Les lumières diminuèrent doucement. La dernière note persista. Et dans cet espace haletant entre la fin et l'écho, la salle resta immobile.
Puis vint l'instant d'innovation. Mais même cela semblait silencieux, comme un tonnerre entendu d'une colline lointaine. Respectueux. Mérité. Ensuite, de retour dans la loge, les filles s'effondrèrent en un tas de rires et de barres granola à moitié mangées. Junie se laissa tomber sur le canapé de façon théâtrale. Si ce n'était pas le sommet de la montagne, je ne sais pas ce que c'est. Lyra la poussa du coude. Tu dis ça après chaque spectacle. Maisie était assise en tailleur sur le sol, reprenant encore son souffle, un doux sourire aux lèvres. Elle regarda Sawyer. Tu as joué comme si maman était là. Il hocha la tête. Elle l'était. Puis Maisie attrapa son carnet, usé, corné, plein de paroles griffonnées et de pensées à moitié finies, et en sortit une enveloppe cachetée. Elle la tendit à son père. Sawyer haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Mais pas maintenant. Il hésita, puis la glissa dans la poche de son manteau. Il savait qu'il ne fallait pas être indiscret. Certains mots sont destinés à être ouverts au bon moment. Les semaines passèrent. Les représentations se raréfièrent. L'été arriva avec le son des cigales et l'odeur de l'herbe coupée. Maisie commença à faire du bénévolat au camp de musique locale, aidant les plus jeunes à écrire leurs premières chansons. Elle n'élevait jamais la voix, mais d'une manière ou d'une autre, chaque enfant écoutait quand elle parlait. Junie et Lyra lancèrent une chaîne YouTube, principalement des reprises acoustiques et des tutoriels d'écriture de chansons. Leur nombre d'abonnés augmentait régulièrement, mais ce n'étaient pas les chiffres qui comptaient. C'était le commentaire qui disait « J'ai fait écouter votre vidéo d'harmonie à ma sœur. Elle a chanté avec moi pour la première fois. » Et Sawyer, il construisit un petit studio d'enregistrement dans le hangar. Pas pour un label, pas pour le profit. Juste pour des moments. Un dimanche tranquille, Maisie trouva son père assis sur le porche, regardant les arbres. Il avait l'enveloppe qu'elle lui avait donnée des semaines auparavant sur ses genoux, non ouverte. Elle s'assit à côté de lui. « C'est aujourd'hui » demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule page écrite de la main soignée de Maisie. « Cher papa, je ne me souviens pas de la première fois que tu m'as chanté une chanson, mais je me souviens de la première fois que tu as arrêté. Ce n'était pas ta faute. Le chagrin est lourd, le silence est assourdissant. Et j'avais tellement peur d'empirer les choses que j'en suis devenu une partie. Mais tu as attendu. Et quand j'ai enfin rechanté, tu ne t'es pas précipité, tu n'as pas insisté. Tu as juste écouté. Ça m'a sauvé. Je ne sais pas où cette route me mènera, ni quelle chanson j'écrirai ensuite. Mais je sais une chose, ma voix existe grâce à la tienne. Et c'est cette voix que je garderai. Avec amour, Maisie. » Sawyer plia la lettre et la tint des deux mains, comme quelque chose de sacré. Il ne parla pas, mais Maisie se pencha, posa sa tête sur son épaule. Et c'était suffisant. Ce soir-là, la famille se rassembla dans le salon. Pas de répétition, pas de projecteur. Juste Lyra, Maisie, Ellis et Sawyer avec sa guitare. Ils chantèrent doucement, les visages éclairés par la lumière du feu et la mémoire. Pas d'enregistrement cette fois, pas de public. Juste eux. La dernière ligne de la berceuse, la chanson inachevée de la mère de Maisie, résonna d'une voix autrefois perdue dans la peur. Même dans le silence, je chanterai pour toi. À la fin, il n'y eut pas de grande scène, pas d'explosion virale. Juste une famille qui avait retrouvé le chemin du son. Et une fille qui avait autrefois choisi le silence, utilisant maintenant sa voix non pas pour être entendue, mais pour guérir. Et parfois, les voix que nous n'entendons presque jamais sont celles qui restent avec nous le plus longtemps. Si cette histoire vous a touché au cœur, nous aimerions savoir d'où dans le monde vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Vos mots signifient plus que vous ne le pensez. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des miracles discrets, des secondes chances, un amour qui guérit, n'hésitez pas à vous abonner. Nous serons là, attendant de partager la prochaine avec vous. Merci, sincèrement, d'avoir passé votre précieux temps avec nous aujourd'hui.